S'il y a des noms qui ont marqué l'histoire des hommes au fer blanc, celui de César doit se trouver bien positionné en haut de la liste. Que ce soit au théâtre, dans la littérature, la sculpture, la peinture, le cinéma ou même la bande dessinée pour son épopée romanesque ou ses citations marquantes, il est dans tous les esprits depuis plus de 2000 ans. Ceci dit, on a tendance à trop se focaliser sur le sensationnel, sur l'épique. Guerre des Gaules, guerre civile, aventure avec Cléopâtre, dictature, assassinat tragique... C'est exaltant certes, mais César avait déjà passé les 40 ans quand ces événements ont eu lieu. D'ailleurs, le Romain lui-même l'avait plutôt mal vécu. On raconte que vers ses 30 ans, alors qu'il arrivait à Cadix pour des raisons politiques, il découvrit une statue d'Alexandre le Grand et, la contemplant, se mit à fondre en larmes en réalisant que le Macédonien était déjà auréolé de gloire au même âge, tandis qu'il n'était, lui, qu'un ambitieux inconnu de tous, pensait-il. La légende de César ne s'est pas écrite en un jour, et c'est pour décortiquer ses prémices que je fais cette vidéo aujourd'hui. Caius Iulius Caesar est né le 12 juillet de l'an 100 avant JC à Rome. Contrairement à la mauvaise habitude qu'on a pu prendre en lisant Astérix, personne ne l'appelait donc Jules César. Fils de Caius et petit-fils de Caius, il appartenait à la famille, ou même du clan, des Iuli, et avait pour cognomen, c'est-à-dire ce qu'il désigne en tant qu'individu, César. Un nom à la signification obscure qui inspira les civilisations tout au long de l'histoire, au point de devenir un titre sous l'Empire et de donner plus tardivement les mots tsar ou kaiser. Puissant. Histoire de briser une idée reçue au passage, sachez que Yann Le Bouec dément la thèse fantaisiste selon laquelle César serait né d'une césarienne, puisque les Romains ne pratiquaient cette opération que si la mère était déjà morte. Or, la sienne ne trépassa qu'en 54 avant Jésus-Christ. Quelques années plus tard. D'ailleurs, l'attribution de son nom, similaire à celui de son père, semble plutôt répondre à une sorte d'habitude dynastique de sa noble famille. César appartenait en effet aux plus hautes couches de la société dès sa naissance, à savoir le patriciat du côté de son père et l'aristocratie plébéienne par sa mère Aurelia Cotta, dont le clan Aurélie était très riche et réputé. À cela, on peut ajouter que sa tante Julie était mariée à un personnage important de l'époque, à savoir Caius Marius, vainqueur du numide Jugurtha, des Cimbres et des Teutons, consul à maintes reprises et surtout membre éminent de la faction des Populares lors des troubles politiques du début du 1er siècle AVJC, c'est-à-dire des aristocrates populistes qui s'opposaient en alliés des citoyens les plus pauvres, en défendant des lois agraires en leur faveur et générant en réaction les foudres des nobles les plus conservateurs. En plus de ce spawn overcheaté, César pouvait se targuer de faire partie d'une famille quasi divine. On a tendance à l'oublier, mais les Romains étaient très pieux et friands de légendes. L'une d'elles, rapportée par Virgile, nous apprend que les Iuli seraient tout simplement des descendants de Vénus, qui aurait donné naissance au Troyen Énée, héros tragique qui dut quitter sa cité en flammes, se serait exilé en Italie, puis aurait eu une descendance parmi lesquelles Romulus, qui fonda Rome, mais surtout un fils nommé Ascagne, fondateur mythique des Iuli. Qu'il y crût ou pas, César utilisa cette légende à maintes reprises pour sa propagande personnelle. Bon, malgré ce que j'ai dit précédemment, la famille de César ne faisait pas partie des plus influentes quand il est né. Son père n'était qu'un sénateur de second rang, vague soutien de Marius vivant dans le quartier de la Subure, l'un des plus malfamés de Rome. Et forcément, comme tous les personnages historiques, nous n'avons pas vraiment de documentation sur la jeunesse de César. Mais elle fut sans doute très similaire à celle des aristocrates de son temps. Jusqu'à ses 7 ans, il fut certainement sous le giron de sa mère, secondé par un instituteur qui lui apprit à compter, lire et écrire. Le latin et le grec. Vous vous doutez bien que j'allais pas dire l'anglais. Puis la continuité fut garantie par son père après ses 7 ans, toujours secondé par un professeur. Des exercices comme les commentaires de textes d'auteurs célèbres servaient alors à débattre de toutes sortes de sujets, et c'est très certainement à travers ces études que César développa ses connaissances en tactique militaire. Ironie de l'histoire, il semble qu'un de ses professeurs fut un Gaulois de Cisalpine, Marcus Antonius Greffo. En plus de tout cela, il pratiquait le sport dont la gymnastique où il excellait, mais aussi l'escrime et l'équitation. Il n'avait qu'environ 16 ans à la mort de son père et suivait l'enseignement de la rhétorique avec un professeur dédié toujours en latin et en grec.
Aristocrate, César devait avoir une bibliothèque conséquente et les historiens avancent qu'il a pu lire des livres comme L'art militaire de Caton, Le commandement de la cavalerie de Xénophon et certainement les mémoires de Sylla et Lutatius Catulus. Les fouilles du site d'Alésia montrent également qu'il avait une bonne connaissance de la poliorcétique qu'il a dû étudier en profondeur. Toute cette formation théorique le préparait à devenir un jeune officier. Devait alors suivre la pratique et la nécessaire expérience du terrain. César ne fut pas un acteur politique de premier plan dans sa jeunesse, il fut davantage observateur, mais cela ne l'empêcha pas d'être affecté par les bouleversements de son temps. En ce début de 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est une crise sociale qui divisait la société. Les conquêtes de Rome permirent d'acquérir de nouvelles terres et richesses, mais elles furent évidemment mal partagées. De même, elles menaient les plébéiens enrôlés dans l'armée toujours plus loin, laissant leurs propres terres cultivées à l'abandon. En revenant d'expédition, beaucoup tentèrent alors leur chance en ville comme ce fut le cas à d'autres époques de l'histoire, mais n'y trouvèrent que davantage de misère. Seulement, ils étaient nombreux et en tant que citoyens, avaient une influence politique. Certains aristocrates se rangèrent de leur côté et proposèrent des réformes agraires afin de mieux répartir les terres et endiguer le phénomène. Mais vous vous doutez bien qu'une frange plus conservatrice du Sénat s'y opposa. La scission de la société romaine entre populares et optimates marqua donc cette période, et César fut principalement rangé du côté des populares, peut-être par choix personnel, mais aussi à cause des alliances politiques de sa famille, notamment avec Marius comme nous l'avions dit. Cela ne l'empêchait pas d'avoir des contacts avec d'autres aristocrates de la faction opposée. On peut aussi noter qu'au niveau des mœurs et de la culture, l'engouement pour l'hellénisme était de mise. L'épicurisme a par exemple pu influencer César à l'inverse du stoïcisme. C'est aussi la période de la construction du sanctuaire de Préneste, du temple de Corie de Tibur et du tabularium de Rome. Les aristocrates romains importaient alors énormément d'œuvres depuis l'Orient, comme en témoignent les épaves d'Anticiter et Madia. Maintenant que vous avez un peu plus de contexte, pour en revenir à lui, César connut son premier mariage à environ 15 ans, en 84 avant Jésus-Christ, avec une certaine Cosutia, fille d'un riche noble de l'ordre équestre. Il s'agissait davantage d'un mariage politique que d'amour, les Iuli un peu fauchés attendant la dot avec intérêt, tandis que Cossutius attendait le ruissellement de prestige grâce à cette union avec une famille patricienne. Mais les fiançailles furent rompues et César épousa finalement la fille de Cinna, membre éminent des populares qui avait en quelque sorte succédé à Marius. En cette même année, il fut désigné Flamine de Jupiter, ce qui pouvait à la fois être perçu comme un honneur, ou comme une habile manœuvre visant à mettre fin à sa carrière politique avant qu'elle n'ait commencé, puisque les prêtres avaient de nombreux interdits comme ne pas quitter l'Italie ou exercer de rôle militaire. Bien que pouvant s'influencer, les pouvoirs religieux et politiques étaient séparés depuis la chute de la monarchie. César, bien trop ambitieux, refusa. Ses liens avec les populares lui causèrent par la suite des ennuis lors de la dictature de Sylla et il dut se cacher pour éviter de mettre sa vie en péril. Afin de le distancier un instant de Rome et ses dangers, sa famille usa de son réseau pour le joindre au préteur d'Asie Minucius Thermus, qui était par ailleurs du côté des optimates. Le voyage en Orient permit à César de se confronter au terrain et d'acquérir de l'expérience militaire et politique aux côtés du préteur, mais il y acquit également une réputation d'homosexuel passif durant son séjour à la cour de Bithynie, qui lui colla à la peau et fut le sujet de brimades le restant de ses jours. Il participa à diverses opérations dont le siège de Mytilène qui s'opposait à Rome en se rangeant du côté de Mithridate, le roi du Pont, mais aussi à des raids contre les pirates de Cilicie, fléau de la Méditerranée de cette époque. Sauvant des citoyens romains, César fut d'ailleurs récompensé d'une couronne civique, témoignage de son implication au combat. Puis l'abdication de Sylla vers 79 le décida certainement à revenir en Italie. Selon les mots de Jan Boeck, entre 78 et 70, César mena une vie de luxure à Rome, courant après toutes les femmes de la ville éternelle. L'historien avance qu'il s'agirait d'une attitude visant à témoigner de sa filiation avec Vénus. Après tout, une célèbre chanson de légionnaire ne disait-elle pas « César, tu es l'homme de toutes les femmes et la femme de tous les hommes ». Quoi qu'il en soit, s'il profita de sa vingtaine en épicurien, il s'impliqua également davantage en politique, mais en restant prudemment modéré. Par exemple, en 78, le consul Lépide tenta de fomenter un coup d'État contre le Sénat. Il était des populares, mais César ne l'aida aucunement. Le complot échoua. César se leva alors en faveur de l'amnistie envers ses partisans, posture conciliante qu'il adopta à maintes reprises durant sa vie politique. Déjà impliqué comme vous le voyez, le jeune homme qui était réputé brillant élève ne négligea pas sa formation et partit pour Rhodes vers 75 afin d'y recevoir l'enseignement d'Apollonius Molon,
un rhéteur grec proche des Stoïciens qui eut également une grande influence sur Cicéron. C'est durant ce voyage que César fut capturé par des pirates. Et si vous ne connaissez pas l'histoire, je vais me faire un plaisir de vous la conter. Après un long voyage, arrivant vers l'île de Pharmacuse, le navire de César fut capturé par des pirates ciliciens, encore eux. Voyant qu'ils avaient capturé un aristocrate, ils demandèrent une rançon de 20 talents d'argent pour libérer le noble prisonnier. Ce dernier s'offusqua que l'on demande une si maigre rançon pour lui. « J'en vaux au moins 50 » gronda-t-il. Les loups de mer explosèrent de rire. Le temps que ces hommes réunissent la rançon, le jeune Romain captif, loin d'être intimidé, s'occupa l'esprit. Il rédigea des discours, des poèmes et utilisa même les pirates comme auditoire. Pire, il alla jusqu'à les menacer de les mettre à mort après sa libération. Les pirates, par chance, ne le prirent pas au sérieux, pensant qu'il s'agissait d'un jeune naïf un peu trop arrogant. César, finalement libéré, retrouva le propriétaire d'Asie, Iuncus, et fit lever une flotte. Comme promis, il retrouva les pirates, les captura et les fit crucifier comme les Romains aimaient tant le faire. Pax Romana sur vous, les gueux. Il put finalement se rendre auprès de Molon pour y recevoir son enseignement, mais en 73, la guerre contre Mithridate reprit et interromput les leçons de César qui reprit le glaive. S'il semblait davantage tourné vers des ambitions politiques, ces épisodes témoignent qu'à seulement 25 ans, il était déjà un chef militaire efficace, raffermissant la présence de Rome dans les cités d'Asie. Toujours en 73, il fut élu au Collège des Pontifes, succédant ainsi à son oncle Caius Aurelius Cotta, avant de mener sa première campagne publique à Rome pour être élu tribun militaire. Et il put bénéficier pour ce faire de l'appui de nombreux fidèles parmi les populares. La démagogie était une tactique payante. Sa marche vers le pouvoir continuait avec son accession à la questure en 70, lui permettant non seulement d'entrer au Sénat, mais de débuter son cursus honorum et surtout de gérer les finances publiques de Rome. Un an plus tard, la mort de sa femme et de sa tante Julie, femme de Marius, lui offrit une énième occasion de s'assurer de l'appui du peuple, puisqu'il en profita pour rendre hommage aux célèbres figures des populares comme Marius, tout en insistant lors de l'oraison funèbre sur l'ascendance de sa tante, descendante des rois et des dieux, s'auréolant lui-même de mysticisme par la même occasion, avec des visées éminemment politiques. Pourtant, l'homme restait profondément frustré. C'est en effet à cette époque, remplissant ses fonctions de questeur dans le sud de l'Ibérie, qu'eut lieu l'anecdote de la statue d'Alexandre le Grand dont je parlais en introduction. Comme quoi, la mélancolie de jeunesse ne date pas d'hier. J'espère que vous n'avez pas 30 ans ou plus. Mais César n'était pas du genre à se plaindre sur Twitter, il continuait d'avancer ses pions. Se constituant une clientèle en Ibérie, il profita par exemple de son voyage de retour pour promettre l'accès à la précieuse citoyenneté romaine dans les colonies de Gaule cisalpine. Si le Sénat rejeta sa proposition, elle ne manqua pas de susciter la sympathie des concernés. Comme sa femme venait de trépasser, César se remaria en 67 avec Pompeia Sulla, parente de Cneius Pompée mais aussi petite-fille de Lucius Sylla, le dictateur déchu opposé aux populares. Il s'agissait une fois de plus d'une manœuvre politique permettant à César de se rapprocher de ce personnage important qu'était Pompée, issu de l'ordre équestre et très riche. Ce sont principalement deux conflits militaires qui permirent à Pompée d'acquérir une importance politique de premier ordre. La recrudescence de la piraterie dont on avait parlé, et qui finit par toucher le port d'Ostie cette année-là, et la guerre contre Mithridate, le roi du pont qui enquiquinait Rome depuis des années. César, qui occupait les fonctions de curateur de la voie appienne, c'est-à-dire qu'il gérait l'entretien des routes, se rangea habilement du côté de ceux qui votèrent l'élargissement des pouvoirs de Pompée afin de lui permettre de lutter efficacement contre l'édit péril. En 66, César fut élu édile pour l'année suivante, c'est-à-dire responsable des bâtiments et des jeux publics. Il se démena encore une fois pour lustrer son image auprès des plébéiens en marquant les esprits. Il fit refaire des statues à l'édifice de Marius, organisa de nombreuses fêtes en l'honneur de la déesse orientale Cybèle, des chasses, des combats de gladiateurs, mais fit aussi orner de colonnades divers lieux publics. Même lorsqu'il ne finançait pas lui-même les festivités, tout le mérite et la reconnaissance populaire lui revenaient. Du pain et des jeux, nom de Dieu! La situation semblait pourtant précaire pour lui. De nouveau ruiné et endetté par ses manœuvres politiques onéreuses, il présenta sa candidature, appuyée par le riche Crassus en 63, au sacerdoce de Pontifex Maximus qui venait de se libérer, c'est-à-dire le rôle religieux le plus important de la cité. Pour mieux mettre en relief, sachez qu'il aurait dit à sa mère dans la matinée de l'élection qu'il reviendrait grand pontife ou ne reviendrait pas.
L'histoire est faite de rebondissements. C'est aussi cette année-là qu'eut lieu la conjuration de Catilina, un noble ruiné qui tenta de faire un coup d'état mais dont le complot fut découvert et qui fut assassiné avec ses comparses. César se rangea certainement du côté des dénonciateurs du complot, mais toujours dans le but de se présenter en conciliateur, il s'opposa au conservateur Cicéron qui réclamait la peine de mort pour les conspirateurs. Cette année fut véritablement décisive pour César, âgé de 37 ans, qui réussit à être élu préteur, une sorte de gouverneur qui rendait la justice et allait donc bénéficier de l'imperium. Face aux optimates qui, très inquiets, tentaient de freiner son ascension, César engagea des procès accusant par exemple les anciens partisans de Sylla et défendant des populares de l'autre côté, toujours dans le but de fidéliser sa clientèle. L'année suivante, comme le voulait la procédure, il devint propréteur, c'est-à-dire gouverneur en Espagne, où il dut notamment réprimer des pillages et la lutte fut suffisamment intense pour qu'il soit proclamé impérator par ses hommes, un titre honorifique que l'on accordait aux généraux victorieux au combat. À Rome, Pompée était revenu encore plus couvert de gloire que César après sa conquête de la Syrie, le siège de Jérusalem, la victoire définitive contre Mithridate, et cela inquiétait grandement les optimates qui le trouvaient bien trop ambitieux et influent. L'ombre et le dégoût de l'archaïque monarchie horrifiaient les sénateurs les plus conservateurs depuis des siècles. Il fallut toute l'habileté d'un Auguste pour contourner le problème, mais il s'agit d'une autre page de l'histoire de Rome. De leur côté, César, mais aussi le richissime Crassus auquel il était lié, espéraient devenir consul puis proconsul pour le premier, afin de mener une campagne militaire de grande ampleur, idéalement couronnée d'un triomphe à Rome afin de suivre le chemin prestigieux de Pompée, voire le dépasser. C'est dans ce contexte compétitif que s'est formé le premier triumvirat, chacun y trouvant son intérêt. César manquait terriblement d'argent, Crassus de l'appui de la plèbe, et Pompée, quant à lui, cherchait davantage de soutien face à un Sénat inquiet et hostile à son égard. Après maintes manœuvres politiques, César fut nommé consul aux côtés de l'inconsistant Bibulus. Comme on l'a beaucoup ironisé, c'était le début du consulat de Jules et de César, mais surtout d'une grande épopée qui, à travers les âges, a certainement été un peu trop romancée.